Voilà. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette soutenance, la troisième du jour. Et avec plaisir, nous allons permettre, donc quatrième soutenance du jour, puisqu'on vient d'avoir notre troisième soutenance. C'était Madame Marie Wendel Ramplet. Et avec nous, cette fois-ci, Madame Farah Flore Jean-Louis, et qui va nous présenter les résultats de ses recherches sur le sujet suivant. Quel est l'impact de la bonne gestion des ressources humaines sur la performance financière d'un centre hospitalier? Le cas du centre hospitalier de l'Université de Montréal. Et ça me permet de rappeler qu'à l'IUS, on n'est pas figé, on n'a pas de limite. Nos étudiants travaillent sur des problématiques internationales. C'est le cas de de Farah Flore Jean-Louis. Donc, je salue mon collègue Jude-Marie Saint-Martin, rapporteur. Il a un souci de santé. Mais sans plus tarder, on passe la parole à Madame Jean-Louis, qui dispose de 10 minutes, top chrono, pour faire sa présentation. Est-ce que vous voyez bien mon écran, s'il vous plaît? Oui. Parfait, merci beaucoup. Donc, Monsieur le Président du jury, merci de me donner la parole. Chers étudiants et invités, distingués membres du jury, je vous salue. Je tiens à remercier les membres du jury pour leur implication dans cet exercice de soutenance de mémoire et j'ai l'honneur de présenter mon travail de recherche sur le sujet « Quel est l'impact d'une bonne gestion des ressources humaines sur la performance financière d'un centre hospitalier ?» Le cas du centre hospitalier de l'Université de Montréal. Tout d'abord, qu'il me soit permis de m'excuser pour deux petites coquilles. J'en ai une orthographique à la page du glossaire, j'ai mis ensemble au pluriel, et j'ai aussi une seconde coquille de mise en page qui s'est glissée à la page 21. Suite à cette présentation et après vos recommandations générales, je vais pouvoir envoyer une copie corrigée aux ressources concernées. Je m'en excuse encore. Donc, la présentation comporte 3 grands points, l'introduction, l'exposé de soutenance et la conclusion. Sans plus tarder, je vous propose de passer à l'introduction. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet? Donc, il faut dire que 2 raisons motivent ce choix de sujet parce que, premièrement, étant moi-même un employé de cette grande boîte, le CHUM, depuis plusieurs années, j'ai un intérêt personnel pour la performance financière. Parce que je constate qu'en organisation, les ressources ont tendance à être de plus en plus limitées, alors que les besoins ne cessent d'accroître. Cela va de soi que la performance financière est et restera un défi majeur pour les organisations. J'ai donc choisi de traiter ce sujet en vue d'en avoir, avec le temps, j'espère, une bonne maîtrise. Deuxièmement, il y a un intérêt d'ordre académique pour le sujet, parce que j'espère que ce travail viendra enrichir le peu de travaux qui existent sur les coûts cachés au niveau, des CHU. À travers ce mémoire et à partir des théories existantes, je souhaite proposer une compréhension scientifique et approfondie des phénomènes complexes du CHUM, tout en mettant à la disposition des lecteurs des connaissances utiles. Au regard de mes 2 intérêts précités et en vue de traiter le sujet, je me suis questionnée sur 2 points. Dans quelle mesure la GRH peut être considérée comme étant un outil au service de la performance financière d'un centre hospitalier tel le CHUM? Comment la GRH peut-elle créer de la valeur pour un centre hospitalier universitaire tel le CHUM? Ces 2 questions, dans le cadre de mon étude de cas, dans un premier temps, m'ont permis de comprendre et de proposer une explication à l'évolution du résultat net du CHUM en 3 ans, soit de 2021 à 2024, et dans un second temps, de vérifier la légitimité de la théorie des coûts cachés qui gagne du terrain un peu partout en Europe, surtout en France, et qui commence à peine à se faire une place ici au Canada, spécialement au Québec. Pour ce faire, j'ai formulé 2 hypothèses que nous verrons plus tard si elles sont confirmées ou infirmées. La première, une bonne GRH
est un instrument stratégique pouvant permettre à un centre hospitalier tel que le CHUM d'être performant financièrement. La deuxième, une bonne GRH permet de créer de la valeur par la maîtrise des coûts cachés et améliorer la performance financière de centres hospitaliers tels que le CHUM. Pour mener à bien ce travail de recherche, je me suis basée sur la théorie des coûts cachés de Henri Saval et Véronique Zardet et j'ai priorisé l'approche universaliste de la GRH. Je me suis aussi basée sur la définition de la performance proposée par Bourguignon. La mise en œuvre de la méthode de la théorie des coûts cachés, elle se base sur une approche itérative. Donc, la performance, qu'elle soit financière, organisationnelle, elle est en fait une quête qui s'inscrit dans une logique d'amélioration continue. Les organisations doivent constamment se remettre en question afin de s'améliorer. Si nous faisons un parallèle entre l'avant et l'après démarche, nous pouvons constater que avant la démarche, nous avions quelques dysfonctionnements. Nous pouvons citer production non optimale de certains services de soins qui s'illustrent par des heures supplémentaires, excusez-moi l'anglicisme, des burn-out, des non-conformités, parce que le CHUM, il s'auto-évalue, donc il sort lui-même ses non-conformités. Les coûts cachés constatés, on a des journées d'absence, des remplacements temporaires. Par la suite, après la démarche, nous observons une grande amélioration de la production des services de soins, une diminution et meilleure gestion des heures supplémentaires. Donc, cette meilleure gestion du personnel a engendré la création de valeur et l'amélioration du résultat net. Notre travail est une étude de cas ayant pour terrain de recherche le CHUM. La méthode d'analyse retenue est la méthode d'analyse mixte et la grille d'analyse de données collectées est la grille d'analyse statistique. La collecte de données est faite suivant une approche qualitative et l'analyse de données secondaires. Au regard des résultats obtenus, soit une création de valeur de 73 millions de dollars en 3 ans et une augmentation du résultat net de 280,77% qu'on a pu constater dans les différents résultats financiers questionnés sur ce travail de recherche, nous pouvons dire que nos deux hypothèses sont confirmées. Ce résultat est obtenu par la mise en œuvre de bonnes pratiques, formation d'employés, avantages sociaux octroyés aux employés, horaires comprimés, 9 quinzaines. Donc, un employé, à la place de travailler 10 jours, comme pour les 2 semaines, il travaille 9 jours. Donc, beaucoup d'avantages sociaux, le télétravail, horaire d'été. Tout ça a permis au CHUM de maintenir les charges de personnel parce que c'est le poste le plus budgétivore pour le CHUM. Donc, ça a permis de maintenir ces charges en dessous de 47% afin de générer un résultat positif et de créer de la valeur. L'apport de notre travail s'apporte en quelque sorte à l'objectif académique de notre recherche en mettant les résultats de l'étude en relation avec la littérature existante sur les coûts cachés. Notre travail permet non seulement de renforcer la légitimité de cette théorie, mais aussi il peut servir de modèle pour les autres CHU qui sont en effet en déficit un peu partout au Québec. Notre travail, comme tout travail scientifique, présente des limites, et nous citons des limites d'ordre technique. On a aussi des limites d'ordre subjectif. Pour les limites d'ordre subjectif, excusez-moi, d'ordre subjectif, cette limite est d'ordre subjectif car la démarche ne tient pas compte des facteurs exogènes qui subir la démarche, telle que, prenons un exemple, le cas d'un employé fraîchement formé, ça a dû, excusez-moi ma façon de parler, ça a nécessité de l'argent pour faire cette formation et tout d'un coup, cet employé, il quitte le CHUM, je m'excuse, il quitte le CHUM, donc cela va aller chercher, ça va générer des dépenses. Donc, c'est des limites d'ordre subjectif. Ensuite, on a des limites liées à la confidentialité, parce que notre étude est basée sur la manipulation de la documentation hautement confidentielle. Il a donc fallu trouver le juste milieu pour présenter des données qui pouvaient l'être et se passer de présenter, même si on les a utilisées, mais des données qui ne pouvaient pas être indiquées tout en étant fidèles au portrait du CHUM. Quant aux perspectives de notre travail, on peut en retenir deux. Évaluer sur le long terme les apports de la démarche pour le CHUM et tester la boucle itérative. Étendre la pratique vers les autres CHU. Merci.
pour l'exposé, je suis obligé de t'arrêter puisque, comme on dit souvent, les règles sont faites pour être respectées et non être violées. Voilà, donc je remercie Farah pour son exposé. Très intéressant, mais elle n'a pas pu se plier aux contraintes de 10 minutes. Voilà, et sans plus tarder, je passe la parole au rapporteur pour ses commentaires, ses remarques et ses questions, pourquoi pas. Et je me réserve le droit moi-même de venir compléter cette analyse critique du travail. Merci, cher Jude-Marie, de prendre la parole. Merci, Monsieur le Président, le docteur Christophe Providence, et mes félicitations donc à l'étudiante, Madame Farah Flore, donc Jean-Louis. Donc, sur le plan de la forme, je pense que le texte est globalement bien écrit. Et bien que l'étudiant a anticipé, surtout pour des erreurs donc, qu'elle a pu déceler, donc je pense qu'il faut apporter donc, les corrections. Il n'y a pas vraiment en général de faute d'orthographe, de grammaire, de ponctuation. Et la bibliographie est bien présentée également, donc mes félicitations. Par ailleurs, je ne vois pas la nécessité d'un glossaire, car les concepts devraient être précisés dans le cadre théorique de votre travail. Et en plus, si vous essayez de bien présenter les concepts dans un glossaire, quand même, il faut apporter certaines corrections, surtout et à la définition de la notion d'économie. Donc, vous avez commencé avec donc, un verbe, économie, minimiser le coût des ressources utilisées pour une activité donnée, tout en veillant à la qualité des résultats. Donc, il y a une façon de formuler donc, une définition. Et le texte n'est pas équilibré. Le premier chapitre, par exemple, comporte 8 pages. Le deuxième, 2 pages. Et le troisième chapitre, et 12 pages. Donc, il faut faire un effort donc, pour équilibrer normalement le texte, surtout par rapport à l'importance de ce sujet et également donc, le contenu et du sujet également qui est assez intéressant. Donc, il faut que tu enveloppes ce contenu dans une forme potable, ou du moins c'est requise donc, par l'IUS. Je vais vous poser une question. Pourquoi vous avez décidé de présenter votre sujet sous forme de question? De la même manière que votre question de départ, pratiquement. Je pense qu'il faut mieux donc formuler votre sujet. Et je ne crois pas que le modèle question donc, est donc le plus approprié. Je trouve que vous n'avez pas présenté votre problème de recherche. Bien qu'on peut déceler donc implicitement votre problème de recherche, c'est de montrer l'importance d'une bonne gestion et RH et dans la performance financière donc d'une institution. Mais vous n'avez pas donc présenté ça normalement dans votre problématique. Donc je pense qu'il faut travailler là-dessus. C'est pourquoi donc il faut préciser également les limites de la littérature explorée et ensuite présenter votre apport donc à travers donc le sujet. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez donc la valeur ajoutée de votre travail, bien que on a pu le découvrir donc dans le document. Donc mais il faut donc le montrer. Je pense que vous devez beaucoup plus systématiser votre méthodologie pour vraiment faire ressortir donc, que ce sont les bonnes pratiques en GRH qui sont à la base de la performance financière et du CHUM.
vous devez en ce sens adopter, à mon avis, une évaluation intégrale de la capacité fonctionnelle du CHUM pendant les 2 périodes considérées. Période de résultats nets négatifs ou non significatifs et période de résultats positifs ou significatifs. Vous devez considérer dans l'analyse les dimensions organisationnelles essentielles et déjà mises en place et adoptées, par exemple, les dimensions RH, logistique, financière, donc il y a le contrôle interne, technologique, engagement citoyen. Donc, à mon avis, c'est à partir de cette approche que vous pouvez faire ressortir l'apport des bonnes pratiques en RH dans la performance financière constatée. Donc, il faut adopter, à mon avis, une approche discriminante. Donc, il est vrai que, donc, il est possible que ce sont les bonnes pratiques adoptées en GH qui impactent positivement sur la bonne performance financière, mais à coup sûr, il y a des réformes en matière logistique, il y a des réformes en matière technologique, en matière d'implication donc des citoyens. Donc, il faut explorer donc ces points-là. Et ensuite, montrer que la bonne gestion en RH, c'est le facteur discriminant donc à la base de la performance financière donc constatée. Donc, mes félicitations d'abord donc pour la méthodologie. Donc, c'est bien. Mais il faut donner donc à la méthodologie donc un aspect intégral. Donc, il faut évaluer donc la capacité donc fonctionnelle des autres dimensions du CHUM. J'allais vous poser donc cette question qui n'apparaît pas dans le texte, mais dans votre présentation, vous l'avez fait ressortir. C'est l'intérêt scientifique, l'intérêt personnel du sujet. Donc, j'ai pu comprendre que vous êtes employé donc, au CHUM, donc, qui vous a poussé donc, personnellement donc, à choisir donc, le sujet. Mais quand même, j'aimerais donc avoir donc, pourquoi scientifiquement vous avez choisi donc, le sujet. Donc, je laisse de côté donc, l'intérêt personnel. Et j'aimerais que vous énumériez également pour nous les mauvaises pratiques RH à la base de la performance financière négative du CHUM, ainsi que les bonnes pratiques que vous avez constatées, que le CHUM a adoptées, qui expliquent cette performance financière donc, positive. Donc, merci, donc, Monsieur le Président, et j'attends donc la réaction donc, de l'impétrante et pour ces interrogations. Merci, docteur Saint-Martin, pour ce travail. Je vais permettre tout de suite à Farah de répondre aux questions. Mais avant, je tiens à rappeler, si la réplique orale permet de réagir par rapport à une question donnée, mais le traitement doit être fait dans le document. Hein. Oui. Le document doit être actualisé parce que Farah, tu ne seras pas toujours là si jamais le lecteur a une question pour répondre. C'est pour ça aussi cet exercice est important. Il faut prendre des notes. Voilà. Et puis, bon, comme elle a l'enregistrement, de toute façon, elle pourra réécouter autant de fois que nécessaire l'enregistrement pour pouvoir corriger son travail. Voilà, eh ben, les réponses et par la suite, je pourrai faire mes propres remarques pour améliorer son texte. Oui, Farah? Je vous remercie, monsieur, pour ces questions, en fait, qui vont pouvoir mieux mettre mon travail sur un niveau beaucoup plus au diapason avec ce que l'IUS attend. Pour la question en lien avec mon choix de sujet, il faut dire que normalement, au Canada, ce n'est pas vraiment cette théorie sur la théorie des coûts cachés, elle n'est pas vraiment comme élaborée, elle est à peine en développement. Même dans le cadre de mes recherches, je n'avais pas beaucoup de travaux. Donc, je me suis dit,
ça serait pertinent, comme quand j'ai élargi mes recherches vers d'autres continents, j'ai pu trouver de la matière, j'ai pu trouver beaucoup de données. Donc, je me suis dit, ça va être pertinent sur le plan académique pour d'autres personnes à l'avenir qui auraient probablement des recherches à faire au niveau des CHU, qui pourraient tester cette théorie aussi et pour voir la pertinence et comment ça s'applique pour qu'on puisse avoir une performance financière. Vous aviez demandé aussi que je vous énumère les mauvaises pratiques et les bonnes pratiques. Donc, pour les mauvaises pratiques, j'avais mentionné la production non optimale de certains services de soins. Donc, c'est un gros morceau. Ici au Québec, on peut pointer du doigt les urgences. Quelqu'un qui vient aux urgences, on peut voir que normalement, je veux rentrer quand même dans les détails, mais si je peux dire de façon scientifique, on va dire oui, les bases étaient là, oui, il y avait je m'excuse, il y avait des méthodes, il y avait toutes les disponibilités pour que le tout soit mis en application. Par contre, il y avait un laisser-aller, les procédures n'étaient pas mises en application comme ça devrait être. On pourrait prendre un exemple, quelqu'un qui s'en va en pause, on ne va pas venir chronométrer, te dire tu es parti en pause à 9h10, il faut que tu reviennes à 9h15, mais par contre, ça peut enclencher un certain retard. Mettons, si cette personne travaille aux urgences et doit produire des résultats d'examen. Donc, ça, je donne un exemple succinct pour qu'on puisse voir, grosso modo, comment des mauvaises pratiques pouvaient engendrer, si on fait une multiplication par 10% de 5 minutes, on peut déjà avoir le CHUM qui est une grosse boîte d'environ 25 000 personnes. Comment est-ce que ça peut avoir des coûts? Donc, ces coûts cachés-là, normalement, ils ne sont pas comptabilisés. C'est aussi la même chose pour pas mal les CHU ici au Québec. Donc, à part cela, on peut avoir les burn-out parce qu'en santé, ici, on a fait cette tendance comme l'année dernière à ce qu'on oblige les gens à avoir des heures supplémentaires. Ton corps de travail est terminé, la personne qui te relève n'est pas arrivée, tu es obligé de continuer. Donc, on avait des burn-out, ça entraînait pas mal de non-conformité. Donc, tout cela, après la démarche, on a vu comment on a une amélioration de la productivité parce qu'on est venu avec des bonnes pratiques, oui, mais on est venu aussi encourager les employés. On est venu avec la diminution, on vient vérifier que les heures que j'ai mentionnées tantôt pour les pauses, que c'est beaucoup plus encadré. Et aussi, on est venu avec une meilleure gestion des heures supplémentaires que j'ai mentionné tantôt. Donc, on va dire toute cette meilleure gestion du personnel, il se sent beaucoup plus dans son espace, il se sent beaucoup plus apparenté au CHUM parce que je n'ai pas mentionné, mais il y a une panoplie d'avantages quand tu es au CHUM, mais aussi quand tu n'es pas au CHUM, mettons quelqu'un qui s'en va en vacances, location de voiture, hôtel, le CHUM, il a ouvert une panoplie d'avantages qui vient à sensibiliser les employés afin que, oui, on est conscient des bonnes pratiques en tant qu'on est au CHUM et même à l'extérieur du CHUM. Donc, je vous dirais, c'est pas mal ça qui fait le tour pour cette question-là, pour dire les bonnes pratiques. Je m'excuse, j'ai bien noté, mais je pense qu'on a fait le tour. C'était seulement 2 questions, M. Saint-Martin? Oui. OK, parfait. Normalement, oui. Vas-y. Monsieur le Président. Non, vas-y. On sait que, par exemple, pour des institutions publiques, comme le secteur éducatif et le secteur sanitaire, donc la gestion du personnel, le personnel, en quelque sorte, occupe un gros lot. Donc, c'est normal et donc, quelle que soit la mesure adoptée, donc on peut trouver des résultats assez intéressants en matière, donc, et en termes financiers. Mais nous sommes en management public, en économie publique. Donc, vous avez parlé de résultats nets, résultats financiers nets, et c'est comme s'il y a un excédent. Ou du moins, est-ce que ça ne trahit pas donc, la règle d'or en management public, en microéconomie, coût marginal égale satisfaction marginale?
dans quelle mesure, malgré donc ces résultats donc financiers positifs constatés, que donc l'offre de services est améliorée. Donc, est-ce que le CHUM, à partir donc de cette politique, et selon vous, a atteint donc l'optimalité économique et l'optimalité organisationnelle? Ah oui. Je vous remercie pour cette question. En fait, je vous dirais ici, on a comme une sorte de slogan, pas d'intérêt, on ne fait pas de profit sur la maladie. Dans le fond, c'est surtout plus, il faut le voir plus de façon comptable que financière, parce que ce n'est pas de l'argent qui va être comme un profit, un extra de profit, mais plus pour permettre au CHUM, qui est une grosse boîte, de pouvoir continuer à rouler, à être performant. Parce que, comme que je l'ai dit tantôt, le CHUM est une grosse boîte qui réinvestit. Il réinvestit cet argent-là dans les employés, il réinvestit, il est comme, le CHUM est considéré comme étant l'un des grands centres de recherche. Donc, on a beaucoup, pour plusieurs grandes maladies. Donc, c'est plus comme je le dirais pour la boucle itérative. Donc, c'est pratiquement le même concept. L'argent qui est là, l'argent qui est généré à la place d'accuser, à la place d'avoir un gros déficit qui empêche à la boîte d'être performante, de fonctionner, l'argent est réinvesti pour permettre à ce que la boîte puisse être de un pérenne et de deux, soit assez... Elle ait la réputation qu'elle a. Donc, c'est plus, je dirais, dans ce sens-là. Oui, oui. C'est pourquoi donc, je dis qu'une approche beaucoup plus intégrale vous permet de mieux apprécier donc, cette performance financière. Est-ce qu'elle est optimale donc, ou pas donc? Il faut, alors, ce que le docteur Jude-Marie Saint-Martin dit en clair, c'est que, et ce serait bien dans le document final, qu'on puisse véritablement comprendre cet aspect-là, le fait de pouvoir rationaliser les relations et même les dépenses, ça permet de s'attaquer à des grandes problématiques, des grandes préoccupations. Recherche-développement, par exemple, en recherche-développement, sur des maladies, sur des pathologies, etc., et il faut faire ressortir ça pour montrer que comment le fait d'aller vers une meilleure gestion, ça permet globalement de dégager plus d'impact, pas pour faire des bénéfices, mais même sur le plan social, d'avoir plus d'impact. C'est vraiment important de faire ça. Alors, je me permets de faire quelques remarques, puisque l'intérêt, encore une fois, je le rappelle, tout ce qui a été dit par le docteur Jude-Marie, c'est certes, tu as fait des réponses, mais on s'attend à ce que dans le document final, le lecteur puisse comprendre ça clairement, puisque tu ne seras pas toujours là pour répondre au lecteur, même pas toujours là, tu ne seras jamais là, bon, pour répondre au lecteur. Donc, c'est le texte qui doit, et voilà. Mais j'aurais une question, pour ne pas l'oublier, tu notes et puis tu pourras répondre après mes remarques. Et est-ce que ce travail que tu as réalisé certainement, puisque tu es employé là-bas, etc., est-ce que tu comptes non seulement partager à la hiérarchie les fruits de tes travaux, c'est-à-dire faire en sorte qu'au moins, voilà, que les uns et les autres puissent au moins accéder à ça, ou est-ce que en tout cas, quelle forme de vulgarisation que tu pourrais envisager et par rapport à ce travail, mais après correction, on est d'accord? Après correction. Comment est-ce que tu vois une certaine vulgarisation de ce travail-là au Canada? Et on rappelle, et c'est ça qui fait la force de l'IUET, on ne produit pas seulement pour Haïti, on produit pour le monde. C'est la preuve, encore une fois, qu'on peut aussi réfléchir sur des problématiques au Canada, aux États-Unis, ailleurs, quoi, pas seulement sur des problématiques haïtiennes, locales. Alors, mes remarques, c'est surtout pour revenir. Moi, je suis d'accord avec mon collègue sur vraiment la forme, la mise en forme et tout.
on voit bien qu'il y avait une volonté vraiment de respecter le canevas. Le problème de déséquilibre, je ne vais pas y revenir. C'est à toi et ton encadreur. Et s'il faut, il y a toujours le canevas de l'IUS comme guide, comme boussole. Hein? Et puis voilà quoi, pour mettre le travail à... Mais il y a quelques petites fautes. C'est vrai que c'est bien écrit, mais il y a quelques petites fautes d'accord. Hein? Et il faut faire attention, il faut relire le travail. Hein? Par exemple, tu as dit ces derniers, tu mets tiret. Hein? Ces derniers, tiret. D'accord? Entre ces et derniers. Hein? Donc, il y a des petites choses. Hein? C'est vrai que ce n'est pas beaucoup, hein? Mais quand même, il y a des petites choses. Voilà, il faut relire page 3, page 12, page 31, page 33. Il y a des petites choses dans ces pages-là qu'il faudra vraiment regarder de plus près. Hein? Et je dois attirer l'attention du grand public que non seulement tu as fait l'effort de respecter les normes à part que l'IUS avait choisies, mais tu as quand même, et c'est tout à ton honneur, bien essayé en tout cas de faire les renvois, c'est-à-dire d'exploiter d'une certaine manière les annexes. Et là, c'est vraiment, j'ai apprécié. La question de recherche, on est au niveau de la problématique et avec deux sous-questions, il faudra clairement établir la hiérarchie. Hein? Parce que dans un travail de recherche, il n'y a qu'une seule question. Une seule question de recherche. Il ne peut pas y avoir ni 2, ni 3, ni 10 questions de recherche. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on dit on peut avoir plusieurs questions, mais on a une question principale de recherche. D'accord? À ce moment-là, les questions secondaires découlent de la question principale. On peut même dire que ce sont des questions d'éclaircissement. D'accord? Donc ça, je pense qu'il faudra clairement le préciser et c'est très bien de pouvoir mobiliser ces théories, d'accord? Même si on aurait bien aimé voir un peu plus d'analyse critique par rapport à ce qui se passe au Canada. Ça aurait été un plus. Hein? Et je t'invite vraiment à peut-être approfondir cet aspect-là. Alors, au niveau du choix méthodologique, oui, tu as utilisé des données secondaires, donc les états financiers et tout. Oui, c'est assez intéressant, mais tu gagnerais, et je t'inviterais même à faire ça, hein, à ajouter cet élément-là. Il faut démontrer ou écrire un protocole d'analyse. Un protocole d'analyse des données. Ça aurait été très, très bien. Ça allait être, c'est comme si tu travailles sur une matrice d'analyse qui permet de combiner plusieurs variables. D'accord? Donc, ça aurait été un plus. Hein? Ça permettra de renforcer ton travail et peut-être l'approche intégrale évoquée par le rapporteur, eh bien, avec ça, avec cette matrice d'analyse, eh bien, tu auras vraiment une vue à la fois spécifique sur ce qui t'intéresse vraiment, hein, la performance à partir de tout ce qui a été dit déjà, je ne vais pas reprendre, mais aussi les autres facteurs susceptibles d'influencer la gestion et à ce niveau-là, la gestion financière de la boîte à ce niveau-là. Et ça va donner plus d'impact à tes résultats. Bien entendu, tu as bien fait d'interpréter. Moi, je trouve que si tu ajoutes le cadre d'analyse, ça va encore une fois t'aider à aller plus loin dans ce qu'on appelle l'interprétation des données. Donc, voilà. Et puis, il faut prendre toujours un peu de distance. Hein, et un peu de distance par rapport à et comme le lecteur critique disait, et au niveau de la GRH, les liens de causalité, hein, il faut vraiment regarder
la causalité que tu veux faire entre GRH et performance financière. D'accord? Il faut aller en profondeur dans l'analyse et travailler davantage ce lien de causalité entre GRH et performance financière pour bien montrer que finalement, il y a une variable dépendante et une variable indépendante qui serait, quand on décline tout ça, eh bien, on a un ensemble d'éléments, d'indicateurs même, c'est la grille hein, qu'on a parlé, le protocole d'analyse ou encore la matrice d'analyse qu'on pourrait vraiment établir pour renforcer le travail. Mais sinon, la soutenance a été, on a bien aimé, on a bien compris et tu t'es bien défendu par rapport aux diverses questions. Voilà, je vais donner, accorder, on va dire, 1 minute à Farah, non, à Jude-Marie déjà, s'il a d'autres choses, puisque notre collègue nous a fait gagner du temps. Hein? J'en dis bien, comme il est malade, je ne dis pas que c'était une bonne nouvelle, mais on dispose quand même de quelques minutes avant la fin. Donc, Jude, je ne sais pas si tu as autour de 1 minute, même 1 minute et demie, si tu as des choses à dire. Voilà. Oui, je pense que Farah doit apporter donc, les corrections dans le texte et surtout d'établir donc, ce cadre d'analyse. Et normalement, c'est ce cadre d'analyse qui va nous permettre et de voir est-ce qu'il y a vraiment un lien de causalité entre les bonnes pratiques en RH et la performance financière. Parce qu'il y a d'autres variables au sein de l'institution. Donc, il faut que tu prends en compte normalement donc, ces autres variables-là. Et ensuite, apporter certaines corrections. Par exemple, dans le titre de votre travail, vous voulez faire ressortir l'impact d'une bonne gestion. Et vous avez soulevé une question dans le texte, quel est l'impact? Et tandis qu'il y a une autre question, comment? Donc, entre quel est l'impact et comment il y a une différence? Donc, quel est l'impact d'une bonne gestion? Vous allez sur le terrain, par exemple, vous allez donc évaluer le CHUM. Comment? C'est en termes de conseils, en termes de mécanismes qui peuvent permettre à une institution donc d'améliorer donc sa performance financière. Donc, il faut donc éviter, ou du moins bien utiliser donc les concepts également. Sinon, c'est un très bon travail. Donc, et il faut ensuite également faire ressortir la valeur ajoutée, beaucoup plus du travail. Et la valeur ajoutée se trouve dans le texte. Mais il faut la présenter donc mieux dans le texte. Après, félicitations et bonne continuité. Voilà, merci, merci. Alors, Farah, tu réponds à ma question et puis tu en profites pour... Tu as 1 minute, 1 minute et demie. Voilà. Je veux d'abord remercier M. Saint-Martin pour les différentes remarques. J'ai bien pris note et je vais en tenir compte. Merci beaucoup à vous aussi, Monsieur Docteur Providence. De même, Docteur Saint-Martin, désolé, je n'ai pas dit docteur. En fait, pour répondre à la question, oui, en effet, j'avais, lors d'un premier jet, partagé le résultat de mon travail à mon supérieur hiérarchique parce que j'avais travaillé un peu aux sous-humaines et le service avait bien aimé parce que de toute façon, c'est eux qui m'avaient fourni les informations. Donc, probablement, quand je vais avoir corrigé le tout, je vais leur partager les informations, le document et tout. Donc, en effet, le travail a été partagé avec l'institution. Très bien. Bon, mot de la fin, est-ce que tu souhaites... Oui, bien sûr. Oui, je vais prendre le temps de, remercier ma famille, toute ma famille qui a été là pour moi dès le début jusqu'à la fin. Mon frère, mes parents, même ceux qui sont décédés en esprit, ils voulaient tellement que... Même ceux qui sont décédés étaient là pour toi. Dans le fond, moi, mes études n'ont pas été complétées en 2025 parce qu'elles étaient complétées bien avant. Donc, j'ai eu la chance avec l'IUS de pouvoir faire cette soutenance aujourd'hui. Donc, il y en a qui ne sont pas là, qui auraient été contents de voir enfin ce jour se réaliser.
Tu veux dire que ceux qui sont décédés, ils sont là, ils sont présents là quelque part. Espérons-le, mais ils auraient été très contents dans le fond. Je veux aussi remercier toute l'équipe de l'IUS. Vous faites un bon travail, un super travail. Moi, j'en suis personnellement une bénéficiaire j'ai pas les mots pour dire comment je suis contente de pouvoir faire cette soutenance aujourd'hui. Et je veux bien entendu remercier mes proches, toute ma famille, tous les amis, les collègues à l'école, les étudiants. Donc, oui, c'est ça. Je veux remercier tout le monde et je vous remercie, vous, membres du jury, pour vos conseils et je vais tâcher de les appliquer afin de vous donner un travail qui a une plus belle présentation, un meilleur travail. D'accord. Merci. Alors, mes conseils pour toi, c'est de ne pas t'arrêter là. Je ne sais pas si tu avais ce projet-là, de ne pas t'arrêter là, parce que ça, c'est une problématique qui mérite, rien qu'au Canada, hein, c'est une problématique mondiale, hein, parce que, mais c'est une problématique qui mérite vraiment d'être approfondie, et d'autant plus que tu l'as dit, hein, tu as pris un cas, mais il y a d'autres centres hospitaliers un peu partout au Canada, et qui, je te fais confiance, hein, tu dis que CHUM, c'est la référence. Ça veut dire que c'est pas il y a des problèmes un peu partout. Peut-être ce serait bien d'aller voir pourquoi ou qu'est-ce qui expliquerait ces problèmes-là ailleurs, hein, et en quoi l'exemple de CHUM pourrait servir aussi, parce qu'on est dans un monde où quand on dit service public, il faut partout faire en sorte que le citoyen puisse bénéficier, sentir la présence même des services publics. Donc, quitte à améliorer, hein, d'une certaine manière, ça passe par une capacité à transformer le service et surtout à dégager assez de fonds, hein, pour que ça soit utile pour faire autre chose. Hein, pas forcément pour faire des bénéfices, mais pour faire autre chose. Voilà, donc je t'aurais suggéré de ne pas t'arrêter là, hein, et de voir, hein, bon, à l'IUS, je ne te dis plus rien, mais nous avons quand même la faculté des sciences de la santé et du bien-être qui propose des programmes de master, notamment un programme de master en gestion et évaluation des institutions sanitaires et sociales. C'est juste un exemple que je donne. Moi, je te vois pas t'arrêter là, d'accord, de poursuivre. Tu es au Canada, peut-être tu as, voilà, de poursuivre et de continuer à briller parce que je trouve que tu as fait quand même du bon boulot. Voilà. Eh bien, on s'arrête là, hein? On prend la pause puisqu'il y aura une dernière soutenance dans quelques minutes. Hein? Et vraiment, encore félicitations, Farah. Voilà. J'arrête. Merci beaucoup. Tu peux arrêter l'enregistrement? Oui, oui, d'accord. Bonjour chez toi et surtout, hein, tout le monde. Il faut saluer tout le monde. Voilà. Je n'ai pas salué tout le monde chez moi, mais ils savent, c'est dans mon cœur. Non, mais non, c'est pas possible. Hein, comme on dit souvent, hein, et il ne faut pas. Hein, c'est le Dieu en trois personnes, d'après ce qu'on a dit. Il ne faut pas se contenter de Jésus-Christ ou de. Il faut saluer la Sainte Trinité. Voilà. Donc, tu as compris et tout le monde comprend